Hey, j'espère que tu vas bien. Donc, je suis super content de te voir sur cette formation, la dernière, hein. Tu te souviens que j'avais fait la 740, 741, et puis maintenant, on va voir ensemble la 742. Et sur la partie 742, on va voir vraiment toute la partie réseau. Donc, je vais t'expliquer déjà maintenant ce que tu dois savoir le plus important sur la structure d'un domaine contrôleur. Ça, c'est la première chose, donc c'est les premières choses que tu dois connaître. Le but, c'est que je vais te montrer en fait donc les différents composants que tu dois connaître sur un domaine contrôleur. Ok, on va regarder déjà des informations sur ce que c'est qu'une partition. Alors, il faut savoir que quand tu travailles avec un domaine contrôleur, donc ici, tu vois, je suis sur mon domaine contrôleur. Tu as ce qu'on appelle la partition. Alors la partition, c'est simplement eh bien, souvent on parle de base de données. Et puis, ben, dans le contrôleur domaine, tu as donc une base de données. Donc je vais te montrer ça ici sur mon contrôleur domaine. Je vais me connecter dessus. Je vais mettre mon password ici et puis je vais mettre ça un peu plus grand. Voilà, donc avec VMware, tu vois, on peut se mettre en plus grand, j'adore, c'est quand même pratique. Alors, t'inquiète pas, hein, ici c'est un serveur Windows 2019, mais c'est exactement le même principe, que ce soit en 2019 ou en 2016, de toute façon c'est la même chose, donc ne t'inquiète pas. Et au contraire, tu verras des choses quand même relativement intéressantes. Ok, hop, je bascule ici sur mon super schéma. T'as vu, j'utilise OBS, hein, c'est pas mal parce que je peux passer de l'un à l'autre facilement. Donc tu me vois ici et tu me vois plus. Oh, c'est génial, hein. Première chose la plus importante, c'est la partition, d'accord? Donc là, on va voir ensemble les différents composants qui structurent donc ton domaine contrôleur et on parle de la partition. Ok. Donc la partition, ici, on parle de partition, c'est-à-dire que dans la base de données, Active Directory, donc ici, tu vois que tu as la base de données Active Directory, j'espère que tu vois bien. Bon, tu te souviens ce que c'est évidemment cette base de données. Là ici j'ai mon domaine qui s'appelle fitit.lab. Et puis tout ce que je fais ici dans mon domaine contrôleur est sauvegardé dans une base de données. Et on appelle ça une partition en fait compte. Ici je te montre en fait compte où ça se trouve. Et bien quand tu vas ici donc il ne me reste plus beaucoup de place là d'ailleurs. Quand tu vas dans Windows NTDS ici, voilà, donc tu vois déjà qu'il y a la base de données s'appelle ntds.dit. Donc dans cette base de données, on peut avoir autre chose que uniquement les users et les groupes, puisqu'on peut aussi avoir le DNS, on verra après. Ensuite, de quoi est composé en fait ton domaine contrôleur? Ton domaine contrôleur est composé d'un schéma. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un schéma? C'est simplement la liste des attributs que tu as. Donc, je sais pas, quand tu installes la première fois, enfin, je sais pas, c'est je sais. Quand tu installes en fait compte ton domaine contrôleur, tu as un ensemble d'attributs que tu vas pouvoir remplir ou pas, hein, comme tu veux. Et puis tu as des classes. Alors, par exemple, ici, tu vois, quand je vais dans IT, j'ai une utilisateur qui s'appelle Bill. Et Bill, c'est classe utilisateur. Et quand je vais dans les propriétés ici, tu vois que les attributs. D'accord? Donc tu as first name, last name, tu as l'adresse, etc. Tu as le téléphone. Tout ça, c'est des attributs. Et donc, par défaut, quand tu installes Windows 2016, bien mis, les ingénieurs de Microsoft ont choisi les attributs les plus courants, hein, comme l'adresse, comme code postal, comme le pays. Et puis évidemment, après, tu vas pouvoir ajouter des attributs si tu veux en plus, mais bon, en général, je ne le déconseille pas. Enfin, je te le déconseille, puisque pas je te déconseille pas, ça dépend de ce que tu veux faire, mais tu pourrais, par exemple, je sais pas, moi, si tu travailles, si t'es militaire, par exemple, tu pourrais imaginer t'ajouter un attribut qui s'appelle grade ici, ou si tu veux voir si t'es capitaine, lieutenant, ou si t'es première classe. Voilà, moi d'ailleurs j'étais première classe quand j'étais à Barcelonnette dans les Hautes-Alpes en tant que chasseur alpin. Et ouais, donc chasseur alpin, attention, hein, donc c'est des gens qui grimpent, tu sais, dans la montagne avec des sacs. Je me souviens, oh là là, je voyais les skieurs à côté. Moi j'étais dégoûté, puis je partais avec mes 15 kilos. Enfin bon. Ensuite, tu as le domaine. Alors, le domaine, c'est l'endroit où les gens se connectent, en fait, compte. Donc, c'est fitit.lab, c'est-à-dire que quand je me connecte tous les matins, je me connecte sur un domaine. Un domaine, c'est
un ensemble d'utilisateurs, ça peut être des computers, tu vois, tu as des computers ici, ça peut être des domaines contrôleurs, évidemment, tu en as un, ça peut être des serveurs, les serveurs se mettent dans le computer, mais tu peux les déplacer après, on verra, dans la partie justement plus GPO. Et puis tu as ensuite les domaines tree. Domaine tree, c'est, on appelle ça une arborescence, quand tu as plusieurs domaines. Donc tu peux avoir un seul domaine ou tu peux avoir plusieurs domaines. Donc, par exemple, là j'ai mon super, voilà, j'utilise en fait compte pour ton info, pour faire mes petits dessins, j'utilise donc une tablette graphique. Je sais pas si tu la vois, enfin c'est avec un stylet ici, et ça c'est ma tablette graphique. Donc c'est ce qui permet de faire mes petits dessins. Voilà. Donc quand on parle de domaine tree, donc je te le mets là-dessus, hein. Hop, domaine tree. Donc on parle d'arborescence d'arbres, hein. Eh bien c'est simplement donc disons une vue hiérarchique des domaines. Donc par exemple, tu as un domaine qui s'appelle fitit.lab, donc ça c'est le domaine que j'ai moi actuellement, donc fit.it.lab. Ça c'est un domaine, d'accord. Donc mon domaine ici, je l'ai appelé fitati.lab. J'aurais pu l'appeler comme je veux, hein. Donc en général, tout ce qui est lab, tout ce qui est autre chose que les domaines traditionnels type com, net, etc. Tout, ça c'est les domaines qui sont déposés, mais sinon moi je peux mettre n'importe quel domaine quand je suis en interne. Et dans ce domaine-là, eh bien, j'ai des computers, j'ai des users, et quand je prends un computer et que je le mets dans un domaine, le computer va arriver ici dans l'AD. Mais je pourrais avoir aussi des sous-domaines, donc je change de couleur ce week-end. On va changer de couleur, merci. Voilà, orange. Et puis je peux très bien avoir ici un sous-domaine. Alors en général, Microsoft déconseille de créer des sous-domaines. C'est mieux d'avoir un seul domaine et créer des OU pour que tu puisses organiser tes ressources, hein. Ça peut être par pays, par département, etc. Tout. Mais on peut avoir un sous-domaine ici qui s'appelle, je sais pas, par exemple Europe. Ici, Europe. Et donc le domaine complet, c'est europe.fit.it.lab. Et quand j'ai un computer qui est là-dedans, par exemple, ou un user qui est là-dedans, eh bien, le computer, par exemple, il aura un nom, ce qu'on appelle complet, ce qu'on appelle un nom FQDN. FQDN, c'est Fully Qualified Domain Name. Et par exemple, je ne sais pas si j'ai un computer ici où j'ai un serveur. Hein. Donc j'ai un serveur qui s'appelle un serveur d'impression, par exemple. On va l'appeler print 1. Ben, il va s'appeler print1.europe. .fitit.lab. Fit.it.lab. Voilà. Donc, pareil, quand j'ai un utilisateur ici, son nom va changer, puisqu'il sera membre de ce domaine-là. Alors, en général, quand tu crées plusieurs domaines, le but c'est de vraiment se dire voilà, moi j'ai un sous-domaine ici et je peux changer la sécurité de ce domaine-là pour avoir des informations un peu différentes du domaine pair. Euh, donc bon, why not, mais c'est vrai que Microsoft conseille plutôt d'avoir un seul domaine. Donc on a ensuite la notion de forêt, hein. Donc forêt, c'est quand par exemple tu as un domaine ici, donc tu vois que le domaine c'est fidelity.lab, il y a Europe, et puis par exemple tu as l'autre côté un autre domaine, donc on va le mettre comme ça, hop, et ce domaine s'appelle, on va appeler software.lab. D'accord. Et puis imaginons que FitIT achète software.lab. Et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir lier les deux forêts. Donc, voilà. Et je peux faire une relation entre les deux, c'est-à-dire que je peux faire en sorte que s'il y a un utilisateur qui se trouve ici, en faisant un trust entre les deux domaines, hein, on verra que le trust on peut faire dans un sens, dans l'autre sens, et bien ça veut dire que si je fais un trust par exemple dans les deux domaines, dans les deux sens, comme ça et comme ça, eh bien ce qui va se passer c'est que je peux, si je veux, donc dire que l'utilisateur qui est ici peut venir se connecter sur le print server ou un autre serveur ici, je sais pas, un serveur de file. S'il n'y a aucun souci, c'est possible de le faire avec les trusts. Donc là on parle vraiment de forêt. Après, tu as un autre terme qui s'appelle donc le terme ce qu'on appelle des sites. Alors les sites, c'est vachement important à comprendre, surtout quand on verra la partie réplication. Alors qu'est-ce que c'est qu'un site? Un site, c'est un endroit géographique. Donc prenons l'exemple de ce domaine-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller peut-être faire une nouvelle page ici. Je ne sais pas si je peux aller ici. Là. Non, c'est pas là. Alors, c'est pas grave, on va effacer ça.
Donc voilà, hop là, grâce à mon super stylo magique. Donc on peut imaginer un site, c'est comment? Donc imaginons que tu n'as qu'un seul domaine, ok, ce qui est en général conseillé par Microsoft. Voilà, donc tu as un super domaine ici. Et puis imaginons que tu as, deux domaines contrôleurs ici, donc des domaines contrôleurs qui se trouvent à Paris. Voilà. Et puis on va imaginer que de l'autre côté, tu as un domaine contrôleur ici qui se trouve à, on va dire, à Madrid. Voilà. Et puis on va imaginer que ici, en mettant vert, tu as... on va changer de couleur parce que j'ai déjà fait le vert ici. On va prendre celui-ci. Et donc tu as ici un autre domaine contrôleur qui se trouve, je sais pas moi, à Lisbonne par exemple. Bon, Portugal. Ok. Donc ça veut dire que en faisant des sites, donc, tu vas prendre un site que tu vas appeler Madrid et tu vas l'associer à un subnet. Donc, par exemple, le site de Madrid, on va rechanger les couleurs ici. Imaginons que c'est 172.16.0.0 slash, alors on va mettre un 24 par exemple. Ici, en haut, on va changer de couleur, on va dire que celui-ci c'est par exemple 173 .16.0.0/24, d'accord? Et puis ici, en bas, on va dire que celui-ci, c'est 174, 174. Ça, c'est la suite de la Suisse, hein. Quand je travaille en Suisse, forcément, on parle de 70. Voilà, 24. Et tu vas associer, alors, je vais peut-être mettre une autre couleur pour ça, voilà. Et puis tu vas associer le site de Madrid avec la RSIP, le site de Paris avec le subnet, la RSIP forcément, et le site de Lisbonne. L'avantage de faire des sites, c'est que du coup, eh bien, si un utilisateur ici à Madrid se connecte, il va se connecter auprès de ce domaine contrôleur-là. Pareil, donc à Lisbonne, l'utilisateur va se connecter auprès de ce domaine contrôleur-là. Tu as vu, je fais des beaux dessins, hein. Ouais, je sais. Et celui-là à partir de Paris. Donc ça permet déjà de faire en sorte que l'utilisateur se connecte localement au domaine contrôleur le plus proche. Vous voyez, donc ça t'évite. Et si par hasard, évidemment, celui-ci tombe, je vais pouvoir me connecter ici ou ici, tout dépend de ce que tu as mis en place dans la partie site et service. Euh, donc ça, c'est la première chose importante, c'est de pouvoir se dire ben, où les gens vont se connecter. Ou alors, tu peux te dire, ben, j'ai qu'un seul DC à Paris, et puis les gens de Madrid et Lisbonne se connectent au même DC, donc je ne vais pas séparer ça. Alors vous allez voir que, enfin tu vas voir, hein, que ici, tu vas pouvoir mettre un DC, bon, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle un RODC, où il ne va répliquer qu'une partie des objets. Donc ça, c'est la notion de site. Les submets, on l'a vu. Après, tu as ce qu'on appelle les OU et les conteneurs. Alors, les OU et les conteneurs, c'est encore autre chose, hein. Quand on parle de OU, c'est des unités d'organisation. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer des OU. Donc, par exemple, tu peux créer une OU par département, ou tu peux créer une OU qui s'appelle Madrid ou Lisbonne, ou créer différents OU. Hein. Donc, je sais pas moi, IT, marketing, sales, etc. Tout. Et puis, tu vas déplacer tes utilisateurs dans ces différentes OU. Donc, dans ce cas-là, si je reviens sur mon lab, hop là, ok, je vais pouvoir, ici par exemple, toi, j'ai une OU qui s'appelle IT ici, je vais pouvoir créer une OU qui s'appelle marketing, RH, et dedans, je vais pouvoir mettre mes différents utilisateurs. Donc ça, c'est vachement important parce que sur nos OU, tu vas pouvoir ensuite mettre une GPO, une groupe pool ici, et dire que tous les gens qui sont en marketing, tu vas pouvoir complètement customiser leur poste, hein. Donc, parce qu'une GPO, ça sert à ça. Ça sert à faire en sorte que les gens ne puissent pas faire ce qu'ils veulent. Et puis surtout, par exemple, pourquoi pas de pousser des softwares sur ces OU. Après, tu as des conteneurs. Les conteneurs, c'est ça, vous voyez, ces petites icônes, là. Je sais pas si tu vois là. C'est les icônes, c'est ça. Donc, c'est des conteneurs qui sont créés par Windows. Donc, non, pardon, c'est ceux-là. Non, c'est là où il n'y a rien dedans, excuse-moi. Donc là, c'est un conteneur. Donc, tu vois, computer, tu ne peux pas renommer ni supprimer ce conteneur, alors qu'une OU, tu peux la supprimer, parce que tu as une option évidemment de suppression. Voilà, donc ça c'est, disons, les parties que tu dois connaître, surtout si tu veux passer l'assertif. Après, on a la partie évidemment plus physique, où on parle de data store, ça je te l'ai montré tout à l'heure. Et puis on a la notion de global catalog. Alors, la notion de global catalog, c'est une notion qui est intéressante puisque, alors si je reviens sur mon schéma ici,
Donc là, tu utilises un domaine catalogue, enfin utilisé principalement quand tu as t'as une forêt importante. Donc par exemple, tu as les sous-domaines ici, tu vois, tu as les sous-domaines. Et puis je sais pas, par exemple, tu as un autre domaine ici, et puis il y a une acquisition entre ces deux domaines-là, tu vois, entre celui-ci et celui-ci. Eh bien, et ici, tu vois, tu as peut-être des sous-domaines encore. Ça devient un peu bordélique. Et puis le catalogue global, qu'est-ce qu'il va faire? Donc chaque contrôleur domaine peut être potentiellement catalogue global. Et il va indexer tous les objets qui est un peu partout et ici. Et le but d'un catalogue global, c'est d'accélérer la recherche d'objets. Donc ça veut dire que il va aller rechercher périodiquement toutes les informations qu'il y a partout. Et donc ainsi, je vais pouvoir avoir une copie partielle des attributs les plus utilisés. En fait, compte. C'est ça le principe. Hein. Donc ça à savoir. Donc ensuite, sur un domaine contrôleur, on a également des répertoires super importants. Alors, je vais te parler de ça. Sur un domaine contrôleur, vraiment ce qu'il faut que tu retiennes, hein, le plus important, c'est ça, hein, le but de ma formation, c'est que tu retiennes les choses les plus importantes. Sur chaque domaine contrôleur, tu as un répertoire qui s'appelle sysvol. Je ne sais pas si tu viens ce que c'est que le sysvol, mais si je vais ici dans Windows System 30, non, si je vais en sysvol, pardon, sysvol, et que tu vas dans sysvol, ici tu remarques que tu as policy, ouais, donc c'est les GPO, et puis tu as les scripts. Donc ça veut dire que dès que je crée une GPO, elle va être sauvegardée ici dans policy, je sais pas si tu vois, ouais. Et puis dès que je crée un script, il va être sauvegardé là-dedans. L'avantage, c'est que dès que tu crées une GPO, et dès qu'elle est dans sysvol, en fait, compte, tu vas avoir un process qui s'appelle le DFSR, qui va répliquer tout ce qu'il y a dans Policies entre tous les domaines contrôleurs. Donc c'est simple à comprendre, c'est que on va effacer ça à nouveau, et puis on va vraiment maintenant avoir, je vais essayer de faire des petits schémas plus simples cette fois-ci. On va plus parler de cette notion de submet, on verra au fur et à mesure de la formation, mais bon voilà. Donc ici, imaginons que tu as deux domaines contrôleurs, ou même 3 domaines contrôleurs. Ces domaines contrôleurs, soit ils sont dans un seul site, d'accord. Donc si ils sont dans un seul site, tu vas avoir un process qui s'appelle le KCC. Donc le but du KCC, c'est de faire en sorte que les annuaires ici des différents contrôleurs soient à jour. Donc exactement les mêmes données. Donc si je crée un utilisateur ici, au bout de quelques secondes, il va le prendre et il va le répliquer au sein de tous les autres domaines contrôleurs. Pourquoi? Parce que si ça pète, mes utilisateurs se connectant à un domaine, il faut bien que les autres contrôleurs continuent à tourner. Et là, tu n'oublies pas que sur chaque contrôleur domaine, tu as un répertoire qui s'appelle sysvol, si tu viens, sysvol. Et puis, dès que tu crées une GPO ou un script par exemple, tu le fais à partir de ce domaine contrôleur, du coup, le process qui va s'occuper de synchroniser tous les sysvols, puisque forcément il y aura un sysvol ici, un sysvol ici, un sysvol là, hein, et bien tout va être synchronisé grâce à un processeur qui s'appelle DFSR. Alors DFS, tu dois connaître hein, normalement. Système de réplication utilisé même pour copier des fichiers entre les succursales. Et avant, dans Windows 2012, on avait un process qui s'appelait FRS, File Resource, je ne sais plus ce que ça veut dire le S. Et puis maintenant, évidemment, Microsoft est parti sur ce système-là, DFSR, qui est vachement plus puissant et plus performant. Ok, alors, ensuite, qu'est-ce que tu dois retenir sur ce module également? C'est ce qu'on appelle les records SRV. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un record SRV? Donc, imaginons que tu as un utilisateur qui se connecte, d'accord? Donc, il est sur son poste de travail, et puis il se connecte sur le domaine. Ce qui va se passer, c'est que le poste de travail, lui, au moment où tu vas mettre ton login et ton password, le login et password va être comparé avec le login et password qu'il y a dans l'annuaire. Mais il faut bien que le poste de travail puisse dialoguer avec ces contrôleurs de domaine-là. Donc il y en a peut-être 3, il y en a peut-être 4, il y en a peut-être 5, d'accord? Donc les enregistrements SRV dans le DNS, qu'est-ce qu'ils font? Donc SRV, c'est vraiment un enregistrement qui permet de trouver une ressource. Hein. C'est vraiment le but, c'est ça, c'est SRV, c'est de dire où se trouve le domaine contrôleur. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter, il va faire une requête DNS. Chaque poste c'est un serveur DNS et eux ils sont DNS, les 3 en général. Et puis il va faire une requête LDAP.
Et il va demander au serveur, à ce serveur DNS, donne-moi s'il te plaît la liste de tous les contrôleurs domaines. Et ensuite, la liste est récupérée, donc les 3 domaines contrôleurs sont renvoyés au poste, et le système va prendre au hasard un des domaines contrôleurs, et puis il va envoyer son login et son mot de passe. Donc c'est ça en fait compte les enregistrements SRV. Les enregistrements SRV, c'est comment est-ce qu'un poste, quand tu te connectes tous les matins, il fait pour trouver le contrôleur domaine. Et ces enregistrements SRV, tu les vois là, dans Tools, dans DNS, donc vraiment c'est ce que tu dois retenir, hein. Et ici, dans ma zone, voilà, dans ma zone ici, tu vois, tu as tous les enregistrements ici, là. Donc par exemple, pour mon, là c'est le domaine contrôleur, catalogue global, domaine. Et par exemple ici, si je vais sur domaine contrôleur, je vois que j'ai site, bon, j'ai un seul site par défaut, et là il n'y a qu'un seul, tu vois, domaine contrôleur, et il est capable de faire une requête sur le 389 ou le 636 de mémoire, qui est la partie sécurisée du protocole LDAP 389. Pareil ici, j'ai mes domaines, hein, donc les informations, pareil sur les domaines, donc LDAP, etc. Tout. Et puis le domaine catalogue et le PDC qui est, wow, c'est vachement vieux ça PDC, waouh, PDC c'est vieux mais c'est toujours utilisé. C'est assez marrant parce que quand je parle de PDC, on a l'impression que c'était avant, tu sais, quand tu avais Windows NT avec les, tu sais, le contrôleur principal et secondaire. Enfin, c'est complètement dépassé. N'empêche qu'aujourd'hui, le PDC est super important parce que c'est lui qui va, par exemple, gérer l'heure, hein. Donc, quand tu vas avoir, quand les contrôleurs domaine vont synchroniser avec le PDC, ben, il faut synchroniser l'heure. C'est utilisé pour tout ce qui est réplication urgente, par exemple des passwords. Donc, vraiment, il y a pas mal de choses qui sont utilisées par le PDC. Donc tu dois retenir que l'enregistrement SRV, c'est utilisé pour justement se connecter. C'est pour ça que quand un poste se connecte, dire, il y a un petit souci parce que tu vois, si je mets là, attends, on va le mettre comme ça en bas, je sais pas, je vais prendre un de mes postes ici, Windows 10. Quand mon poste Windows 10 se connecte tous les matins, tu lui indiques pas le nom du contrôleur domaine, hein, évidemment, hein. Donc quand tu te connectes comme ça, tu fais un contrôle là-dessus, voilà. Là, tu vois, je mets bien que le domaine. Je ne mets pas le nom du contrôleur. Et dès que je mets mon mot de passe, ici, lui, il va devoir demander au DNS, donne-moi la liste des domaines contrôleurs. Donc là, j'en ai qu'un. Et s'il y en a plusieurs, bah, le DNS va dire, voilà, je t'offre la liste des domaines contrôleurs. Et puis, hop, je fais entrer, et tu vois que là, je suis connecté. Bon, voilà, c'est un exemple de ce que fait le DNS. Et le principe, c'est que si tu dois comprendre une chose importante, c'est quand, une fois que ton login et mot de passe est bon, le domaine contrôleur, lui, il va te filer un jeton, ce qu'on appelle un token. Et un token Kerberos, parce que Kerberos, qu'est-ce que c'est que Kerberos? Kerberos, c'est un système dans l'anthologie grecque. En fait, c'était un chien à 3 têtes, donc tu vois, il est gentil le chien, t'as pas envie trop de l'embêter. Mais en tout cas, le token Kerberos va te filer un token qui va être valable, je crois, 11 heures par défaut, mais ça tu peux le changer. Et dans le token, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est comme un passeport, hein, comme un passeport. Tu vas avoir le SID. Alors le SID, c'est l'identificateur donc concernant ton compte. Et tu vas avoir également tous les sites des groupes auxquels tu appartiens. Et puis, du coup, c'est ce qui permet de faire du SSO. C'est-à-dire qu'après, si dans ton domaine, tu as un file server, okay, tu as, je sais pas, un serveur SQL, etc., tu as un print server, par exemple, ici, donc un print server. Excuse-moi pour les dessins. Eh bien, avec le token, tu vas pouvoir te présenter sur n'importe quel serveur. Il ne va pas te demander de te réauthentifier, puisque vu que tu l'as fait ici une fois. Bon, alors c'est pas parce que tu vas sur le file server que tu as tous les droits, hein. Il faut avoir les permissions après sur les fichiers, pareil pour SQL. Mais voilà, c'est ça le principe en fait qu'il faut que tu retiennes. Ok? Bon, super. Alors, ce que je te propose, jeune Padawan, hop là, alors je sais pas, j'ai l'impression que je t'ai pas enregistré certaines choses là. Oula. Oui, alors ce que je voulais dire, tiens, je crois que j'ai pas enregistré mon écran, désolé. Ce que je voulais te dire simplement, c'est que voilà, quand tu te connectes sur le domaine contrôleur, tu as un token Kerberos voilà, qui est valable 11 heures par défaut. Et ensuite, quand tu te connectes dans n'importe quel serveur qui appartient au domaine, eh bien, grâce au token, tu le proposes, tu le montres là et là, et puis tu n'as pas besoin de te réauthentifier. Alors que dans le système NTLM, donc là c'est vieux, hein, pour les vieux postes, eh bien, tu utilisais NTLM pour t'authentifier. Donc c'est ça en fait compte le but d'un token. Ok, tu vois, j'ai essayé d'être concis, j'aime pas les slides, j'utilise aucun slide pour ma formation. Je sais pas si tu as remarqué, donc les slides, c'est pas terrible. Bon,
ça peut être pas mal, mais bon, je te ferai des slides quand même. Écoute, je te remercie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que juste après, vu que j'ai mes slides là à ma droite, on va voir ce que c'est que les rôles FSMO. C'est un truc très spécial. Et puis, on va commencer à installer les premiers domaines contrôleurs. Mais je te donnais vraiment ce qu'il faut que tu saches. Après, tu peux toujours aller sur le net et puis aller voir d'autres infos. Ok? Donc, bah écoute, c'est bon. Attends, je vais aller sur mon autre écran, puis je vais faire un stop recording. J'utilise OBS hein, pour recorder mes écrans. Ok, salut, on se retrouve après sur la partie FSMO, puis on va commencer à s'amuser à installer plusieurs domaines contrôleurs, et puis on passera après au module 2 pour la gestion des objets. Salut, ciao ciao!